C'est ce soir que s'ouvre la 24e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Nous verrons l'ambiance qui prévaut au siège du FESPACO à quelques heures du top de départ de cette fête du 7e art africain. Après la Turquie et la Tunisie, le Premier ministre était hier au Maroc. Yacouba Isaac Zida et les autorités du royaume chérifien ont discuté du renforcement de la coopération bilatérale. Et puis l'actualité est également marquée par l'assassinat du principal opposant russe. Boris Nemtsov a été assassiné alors qu'il se trouvait tout près du Kremlin. Voilà pour les titres. Vous regardez le 13h15 de la télévision du Burkina. Bonjour à tous et merci de nous suivre. C'est un rendez-vous des professionnels, mais également des amoureux du cinéma africain et de la diaspora. Le FESPACO ouvre ses portes ce soir au Palais des Sports de Ouaga 2000. Cinéma africain, production et diffusion à l'ère du numérique. C'est le thème de cette 24e édition. Au siège du festival, l'heure est au dernier réglage, nous dit Ali Traoré. À quelques heures de l'ouverture officielle du FESPACO, le festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, tout semble se passer pour le mieux sur le site. Les différents acteurs sont à pied d'œuvre pour faire de cette grande messe du cinéma une réussite. Des salles de ciné en passant par les stands jusqu'à la gastronomie, tout va bien selon les organisateurs. Des coups de fil par-ci, des échanges par-là pour s'assurer des derniers réglages et tout se passe sous l'œil vigilant des forces de défense et de sécurité. Toutes les stands sont occupés. Voilà, les gens ils ont commencé depuis avant-hier à les aménager. Voilà, après ça, nous avons la projection à la carte. Ça aussi, c'est une sous-commission. Et là, les projections à la carte vont se dérouler dans le pavillon de la créativité. Voilà. Et là, également, la salle a été bien aménagée. Voilà, pour être propice à la projection à la carte. Je veux particulièrement dire que j'ai vu ce matin au télé qu'on a annoncé qu'on va projeter le film Timbuktu, que je trouve une très bonne décision. C'est courageux et je pense que c'est nécessaire de ne pas plier devant les gens qui pensent de ne pas projeter ce film. Véritable cadre de promotion de films africains, le FESPACO est également un cadre de rencontre et d'affaires. Dans un contexte de transition au Burkina, et malgré la menace de la fièvre hémorragique Ebola, l'affluence est de mise. Burkina Faso, on n'a jamais échoué à ce qu'on veut et tout ce qu'on prie Dieu pour faire, ça exauce. Donc je vois qu'il y a pas mal de mouvements, il y a pas mal de gens qui bougent. On attend demain et puis d'ici fin de la semaine pour savoir vraiment comment ça va se terminer. On va pouvoir participer à cette cérémonie et on se réjouit de voir ça. Parce que c'est une grande fête culturelle, il y a tout le monde qui sont là, à l'international, tout ça. Je trouve que c'est très bien. Pour cette 24e édition du FESPACO, l'honneur est au numérique. Et les acteurs du domaine espèrent que ce grand pas marquera une nouvelle ère dans l'univers du 7e art africain. Tête-à-tête hier à Rabat entre le Premier ministre burkinabé et le ministre marocain de la Défense et de l'Intérieur. 4 mois après l'insurrection populaire au Burkina Faso, Yacouba Isaac Zida et les membres du gouvernement du royaume chérifien ont parlé de la relance de la coopération bilatérale et de l'assistance du Maroc au processus de transition en cours au pays des hommes intègres. Le point avec nos envoyés spéciaux Yacouba Gamene et Karim Patrick Namouano. Le Maroc, dernière étape de la tournée du Premier ministre. L'accueil est honorifique, preuve que les relations de coopération et d'amitié qui lient les deux États n'ont pas été affectées par le changement de gouvernance au Burkina Faso. L'occasion est donc opportune pour Yacouba Isaac Zida pour consolider les domaines de coopération avec toutes les autorités rencontrées. Les ministres du royaume chérifien ont tous eu une oreille attentive aux sollicitations du Premier ministre. Au menu des échanges figure la sécurité. Nous avons une coopération policière et au regard des menaces auxquelles nos pays sont exposés dans ce contexte de violence extrémiste et terroriste. Nous sommes convenus
de renforcer donc notre coopération en termes d'échange de renseignements pour permettre à nos populations de pouvoir travailler dans des espaces sécurisés. L'audience entre les deux premiers ministres a permis de survoler les domaines de coopération touchant les échanges culturels, la formation, l'agriculture, la santé et le commerce. Le royaume chérifien est déterminé à soutenir le Burkina Faso durant la transition. Le Maroc et le Burkina Faso, comme tous les pays riverains, c'est des pays liés par des relations d'amitié, de fraternité très très anciennes, spirituelles, etc. C'est comme les membres d'une même famille. Nous n'allons pas éviter de faire tout ce qu'il est possible pour que la transition réussisse. Durant son périple en Turquie, en Tunisie et au Maroc, le Premier ministre a plaidé pour l'investissement au Burkina Faso. Au-delà des promesses, des acquis ont été enregistrés. Nous avons au niveau du Burkina des ressources, notamment dans le secteur minier. Et cela les a beaucoup intéressés. Dans le secteur des services également, nous les avons présenté les différentes possibilités et nous avons rassuré de la disposition du gouvernement burkinabé à créer un espace sécurisé pour leur investissement. Parce qu'au regard du contexte que nous vivons chez nous, certains investisseurs pensaient qu'il fallait attendre encore, ou en tout cas c'était hésitant. Mais nous avons vu qu'après nos interventions, ils ont été rassurés. Ils ont promis, il y en a même qui, dès la semaine prochaine, seront à Ouaga. Il y en a même qui sont déjà en route pour Ouaga. Des ressources et de l'expertise, le Maroc en possède. Et s'il connaît aujourd'hui un essor économique et un progrès social reconnu en Afrique, c'est aussi lié à la clairvoyance des précédents rois, Hassan II et Mohamed V. Une gerbe de fleurs sur leur tombe, Yacouba Isaac Zida leur rend hommage. Un devoir de mémoire, symbole d'une reconnaissance à un peuple, à ses rois et à son histoire. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a visité hier 2 stations de radio privées. Il s'agit de Radio Liberté et de Omega FM, 2 médias qui ont largement contribué à informer les populations lors des événements de fin octobre 2014. Frédéric Nikema a encouragé les personnels, non sans les avoir appelés à plus de professionnalisme. Le point avec Abdul Rasmane Zongo. Radio Omega du promoteur Alpha Bari, le ministre de la Communication, l'a visité de Alpha à Omega. Les explications aidant du promoteur, tous les compartiments entre autres, salles de rédaction, de diffusion, de production, ont reçu le visiteur d'un après-midi. Un visiteur très comme un invité, tantôt portant la casquette d'un présentateur d'un soir, comme ici en interactivité avec un journaliste au studio. Là, les échanges se mènent à bâton rompu à la rédaction. Le ministre Nikema est venu parler encouragement, professionnalisme et exigence en fonction du contexte du moment, en l'occurrence la transition. On sait que vous faites un travail exceptionnel, donc c'était important pour nous de venir donc vous encourager sur cela. Continuer donc dans ce professionnalisme-là qui permet donc de sensibiliser et informer en tant que tel les populations sur tout ce qui se passe dans le Burkina et les enjeux de la transition. Je pense que cela est capital et important donc pour nous permettre de réussir la mission qui nous a été confiée. La chaîne de Radio Omega, basée à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso, a été créée en 2011, demeure à l'heure actuelle la seule à disposer des correspondants dans toutes les régions du Burkina et même au-delà, et ce n'est pas tout, nourrit actuellement des ambitions nouvelles. Nous sommes en train de développer une application smartphone que nous allons lancer d'ici quelques jours, le 5 mars officiellement. Et grâce à cette application, les gens auront sur tout le territoire Radio Omega dès qu'ils ont Internet sur leur téléphone. Et c'est une façon pour nous d'élargir notre public parce que la demande est assez forte. Cette tournée de réconfort et de soutien au personnel et aux responsables de médias chauds du privé a aussi concerné la radio Liberté, qui réclame plus de liberté selon son premier responsable, qui par ailleurs salue l'initiative. Ici, c'est de pouvoir aider à ce que les médias puissent effectivement avoir beaucoup plus de liberté.
une certaine indépendance afin de mieux exercer la profession dans un cadre quand même de démocratie. Parce que comme vous le savez, quand on parle de démocratie, il faut forcément la liberté, surtout des médias. Et la liberté de la presse aide à consolider la démocratie. Le message reste globalement le même comme à Radio Omega. L'UEMOA a lancé ce jeudi à Bobo-Dioulasso un projet de vulgarisation d'une variété de maïs à haut rendement. Cette variété a été mise au point par des chercheurs burkinabés à l'occasion d'une séance de sensibilisation et d'information des acteurs du monde agricole sur les questions d'accroissement de la productivité a été organisée. Le point avec Moumouni Baro. Ces différentes variétés de maïs qui sont Bondofa, comme Saya, SR21, Wari, Barka et Espoir sont peut-être la solution pour mettre fin au problème de l'insécurité alimentaire dans l'espace IMOA. Le projet Valorisation des variétés de maïs à haut rendement dans cet espace qui vient d'être lancé dans les hauts bassins va être mis en œuvre par les acteurs exerçant dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage, de la transformation mais aussi du commerce. Faut-il le souligner, les différentes variétés de maïs ont été mises au point par les chercheurs burkinabés avec un objectif bien précis, accroître la productivité. Le projet s'adresse à 6 variétés qui ont un haut potentiel de rendement. Le rendement minimum commence à 5 tonnes et le plus haut va jusqu'à 12 tonnes. Et les variétés incluent des hybrides qui ont des rendements entre 9 et 12 tonnes et des variétés comme Espoir SR21 qui commencent à 5 tonnes de rendement. La plupart de ces variétés allient la qualité alimentaire qu'on recherche pour atteindre la sécurité alimentaire, mais allie également la résistance à la sécheresse et la possibilité de disposer d'un bon fourrage. Pour l'instant, l'expérience est menée sur le maïs et le coordonnateur du projet justifie ses choix. Mais le maïs est un cas particulier que l'UEMOA a estimé que cela pourrait être vraiment une possibilité. D'abord de permettre d'augmenter la productivité agricole, mais aussi d'augmenter le taux d'adoption des technologies de ces variétés-là par les populations. Donc je crois que ce projet-là, il revêt une importance capitale pour notre pays, dans le domaine de l'autosuffisance alimentaire. Dans cette phase, 5 régions du Burkina Faso ont été retenues pour couvrir le pays. Il s'agit des régions des hauts bassins, Cascades, Boucle du Moun, Centre-Ouest et du Centre-Est. Le Burkina a donc une grande responsabilité à contribuer à la réussite du projet. C'est pourquoi tous les acteurs ont été invités à s'impliquer sans réserve dans la mise en œuvre du projet. Le ministère en charge de l'eau et l'ONG Christian Aid veulent renforcer la résilience des communautés vulnérables face aux effets des changements climatiques. Ils viennent de lancer un projet dans ce sens. 2 millions de personnes réparties dans 4 régions du Burkina seront concernées. Le point avec Yolande Lompo. Ces personnes vulnérables au sein des communautés pastorales et agro-pastorales des régions du Nord, du centre-nord, de l'Est et du plateau central, ici représentés, sont les heureux bénéficiaires du BRACED Burkina. Le BRACED étant le programme de construction de la résilience et d'adaptation aux phénomènes climatiques extrêmes et aux catastrophes. L'objectif de ce programme-là, c'est d'aider les communautés à être résilientes, c'est-à-dire à prévenir à encaisser les chocs dus à ces changements climatiques-là, à se relever et puis à s'adapter de façon efficace et durable. Le projet coupe 4 régions, 7 provinces et va toucher plus de 1200 villages. Voilà. Et en gros, pour les populations, on va toucher à peu près 2 millions de personnes. Ce nouveau programme qui couvrira la période 2015-2018 est le fruit de la volonté du gouvernement britannique d'accompagner les populations pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Et à travers des initiatives visant à promouvoir leur accès à la vulgarisation agricole, un accent particulier sera mis sur les femmes et les jeunes filles. Au nombre de 9, l'ensemble des partenaires du BRACED avec à leur tête Christian Aid devra s'investir également pour améliorer la diversification des marchés et l'accès à l'information climatique.
La Fondation Pierre Fabre a remis du matériel médical à l'hôpital Saint-Camille et au laboratoire de l'université de Ouagadougou. Les équipements d'une valeur de 137 millions de francs CFA vont servir à la prise en charge des drépanocytaires, mais aussi à faire des diagnostics néonatals. Éléonore Ouedraogo. C'est le fruit d'un partenariat entre le comité d'initiative contre la drépanocytose au Burkina Faso et la Fondation Pierre Fabre en France. Un matériel médical et un ensemble d'équipements à l'hôpital Saint-Camille et au laboratoire d'hématologie de l'université de Ouagadougou d'une valeur de 136 823 000 francs CFA pour renforcer la prise en charge des drépanocytaires. Au laboratoire de l'université de Ouagadougou, le matériel va servir pour le diagnostic néonatal et à l'hôpital Saint-Camille, un dispositif de prise en charge des malades en crise est mis en place. L'hôpital du jour consiste à accueillir les patients en crise douloureuse, les patients drépanocytaires, et pour essayer de les prendre en charge. Et bien sûr, en fin de journée, les libérer pour qu'ils puissent aller à domicile, sauf si, disons, il y a des complications particulières qui nécessitent qu'on les garde. Et cela concerne bien sûr les crises de douleur, mais aussi les échanges transfusionnels, surtout chez les femmes enceintes, drépanocytaires. Le partenariat est né à partir d'une sélection du meilleur projet de lutte contre la drépanocytose. Le projet en lui-même comporte 3 composantes. La première composante, c'est un centre d'information sur la drépanocytose. Et les 2 autres composantes, c'est le centre pilote de prise en charge de la drépanocytose. C'est le diagnostic néonatal. Le projet dont la mise en œuvre a débuté avec cette remise d'équipement prend aussi en compte la formation des agents de santé. Nous avons actuellement à l'étude également un projet de formation pour la prise en charge de la douleur, parce que comme vous le savez, le premier signe en fait de la drépanocytose, ce sont des crises très très douloureuses. Donc il est très important que le personnel soignant sache évaluer et prendre en charge cette douleur. Donc actuellement nous travaillons peut-être pour constituer un module de formation spécifique pour la prise en charge de la douleur des drépanocytaires. L'ambition du comité d'initiative contre la drépanocytose est d'étendre cette prise en charge à toutes les structures sanitaires du Burkina Faso avec l'accompagnement du ministère de la Santé. La deuxième semaine du jeune déficient visuel va se tenir du 21 au 28 mars 2015. L'annonce a été faite lors d'une conférence de presse animée par le Comité national des jeunes aveugles. Des détails avec Amandine Lalsaga. Ces jeunes en situation de handicap, réunis autour du Comité national des jeunes aveugles, se félicitent du succès de la première édition de la Semaine nationale du jeune déficient visuel. Les résultats satisfaisants engrangés au cours de cette semaine motivent le comité à se lancer dans l'organisation de la deuxième édition. Durant cette semaine, il y aura des activités sportives, c'est-à-dire le torball, qui est un sport pour personnes en situation de handicap visuel. Il y aura le tandem et il y aura l'athlétisme. En plus de ces activités sportives, il y aura des activités artistiques, notamment une compétition artistique qui se déroulera à Riemdogo. Ce sera une compétition en musique, en théâtre et en slam. En dehors de ces activités artistiques, il y aura des activités de sensibilisation, c'est-à-dire un cross populaire avec des messages, et une conférence publique. Il s'agira également pour Jonathan Tapsoba et ses camarades, au cours de la semaine du jeune déficient visuel, d'organiser un dîner-gala. Dîner-gala au cours duquel des fonds seront collectés au profit des personnes en situation de handicap dans le domaine de l'entrepreneuriat. La Semaine nationale du jeune déficient visuel, acte 2, va se dérouler du 21 au 28 mars 2015. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de votre fidélité. Bonne suite des programmes.